BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. 8 millions de véhicules, 400 000 salariés dans le monde. Stellantis, c'est la création d'un nouveau géant de l'automobile mondial. Juste derrière, le trio de tête, Volkswagen, Toyota, Renault, Nissan. Bonjour Eric Saint-Frison. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes consultant automobile, ancien PDG de Ford en France. Mathieu Pechberti nous a rejoint aussi. Rebonjour. Rebonjour Mathieu. On va essayer de rebrosser un petit peu là, toute cette actualité ensemble en quelques minutes. Donc je le disais, nouveau groupe automobile mondial, hein, c'est Stellantis, 14 marques au total. C'est un groupe qui atteint la masse critique en termes de volume. Il a tout le potentiel aujourd'hui pour devenir un vrai géant et pour occuper pleinement cette position de 4e constructeur automobile mondial. Eric Saint-Frison. La réponse est oui, dans les chiffres. En absolu, avec un volume de plus de 4 milliards de voitures, il n'y a aucun doute sur le fait que Stellantis va devenir un acteur majeur encore plus important qu'aujourd'hui. La seule question qui va rester attachée à cette constitution de ce groupe, c'est leur capacité à prendre place sur le marché asiatique, qui est une faiblesse pour les deux constructeurs aujourd'hui. S'ils arrivent à le faire, alors Stellantis sera un succès. S'ils n'y arrivent pas, on verra. Il n'y a pas d'autre problème que ça, Mathieu Pechberti. C'est le marché asiatique la principale préoccupation. Alors là, à court terme, en tout cas, ça va être l'intégration de ces deux groupes et en tout cas la réalisation concrète et effective de la fusion. Le patron Carlos Tavares est très attendu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est effectivement décrit comme un messie quasiment en France et en Europe, après avoir redressé Peugeot, qui était quand même en situation de faillite en 2013. Il a redressé évidemment un coup de restructuration assez forte. On se souvient de l'emblématique fermeture d'Aulnay, même si c'était pas lui qui en était à l'origine. Mais c'est aussi ça qu'on attend dans les semaines et dans les mois à venir. Ça va être de la restructuration. En tout cas, le point d'interrogation, c'est il a restructuré Peugeot, il y est arrivé de manière exceptionnelle. Il n'y a rien à dire, en tout cas sur la partie économique, financière et industrielle. Et puis ensuite, il y a eu ce pari qui a été fait sur Opel, mais c'était encore entre guillemets, on contredirait peut-être, mais sur un petit groupe, Opel, c'était 1 million de véhicules environ. Là, c'est quand même autre chose. La Fiat, d'abord, c'est un groupe étranger, donc ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est 4 millions de véhicules quasiment. Et puis, dans un pays quand même lourdement touché par, la crise économique, évidemment par le Covid. Et puis, alors, l'industrie automobile, n'en parlons pas. Et puis, Fiat, c'est un peu le Renault italien, si vous voulez. Donc, c'est cette restructuration de Fiat qui va être dans la balance. D'accord avec ça, Eric Saint-Frison ? Totalement d'accord, mais en fait, ils ont une somme de problèmes à régler collectivement et l'année n'est pas favorable pour le monde automobile, tout le monde le sait. Moins 28, moins 30, moins 32, on ne sait pas exactement à combien va finir le groupe Stellantis quand on aura la consolidation des chiffres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de présence globale sur la planète qui n'est pas réalisé aujourd'hui, même s'il y a une vraie complémentarité géographique entre FCA et PSA, entre les continents américains, enfin les Amériques et l'Europe. Il y a une deuxième problématique que vous avez évoquée qui est celle de la surcapacité de production. Les deux constructeurs ont une vraie surcapacité de production. La somme des deux rend le chiffre encore plus effrayant puisque la donnée qui est intéressante à voir là-dedans, c'est que la surcapacité de production de Stellantis permettrait de produire toutes les Ford du monde. Ford étant un des constructeurs mondiaux importants. Donc ils ont une surcapacité qu'il va falloir qu'ils adressent. Vous l'avez évoqué avec Aulnay, il va falloir prendre des décisions relativement drastiques. Il va falloir redresser Fiat ? Fiat va directement bénéficier des plateformes de PSA. Tavares, il a fait un truc extraordinaire dans son arrivée chez PSA, c'est qu'il a mis en place des plateformes qui sont partageables dans les marques du groupe. Ces mêmes plateformes seront partageables demain dans le groupe étendu à FCA, ce qui veut dire que Fiat et d'autres marques américaines vont pouvoir bénéficier de certaines de ces plateformes et avoir des économies qui permettront de développer de nouveaux modèles. Il y a la question du coût aussi qui est centrale, surtout qu'on est dans une période où c'est au cœur de tout avec la crise économique qui a commencé et puis qui va se poursuivre parce que la crise économique c'est plus 2021 que 2020. Il y a la question du positionnement sur le marché aussi qui va se poser. Quelles voitures on fait ? Qu'attend le marché ? Le portfolio des marques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il est beau. Du côté de PSA, il est magnifique, malgré tout, avec Peugeot, Citroën, DS, qui sont des marques iconiques, et Opel, qui sont des marques iconiques en Europe, toutes, ou presque. Et du côté de FCA, avec deux monstres, Fiat d'un côté, et puis on va dire Dodge, Jeep de l'autre. C'est du côté américain. Jeep, c'est une marque qui est phénoménale. Dodge, c'est un succès colossal aux États-Unis. C'est la deuxième voiture, deuxième véhicule le plus vendu aux États-Unis. Ram, pas Dodge, pardon, Ram, en pick-up. Donc on a un bon portfolio
portfolio de marques, il y a des marques sportives, Maserati, Alfa Romeo. Mais est-ce qu'on va pouvoir tout garder ? Ils ont 14 besoin, marques au total, oui, vous avez raison, 14 marques au total, forcément, il y en a Oui, mais ils ont besoin de beaucoup goûts. de marques. Regardez le groupe Volkswagen. Ils ont divisé leur offre en créant de nouvelles marques, comme ils viennent de le faire avec Seat et en créant une nouvelle marque à côté de Seat plus sportive pour répondre à des demandes particulières. Chez FCA ou chez PSA demain, ils auront une capacité à offrir des produits dans des niches à des marchés du monde qui seront assez demandeurs. Est-ce qu'on peut se permettre de continuer à faire des produits de niche, comme vous dites, Mathieu Pechberti, on fusionne pour faire des économies. L'objectif, c'est de faire 4 milliards, 5 milliards d'économies. Oui, mais moi, pour rebondir, j'allais prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que, partant du postulat financier, qu'effectivement, on ne fait pas une fusion pour le plaisir, mais pour faire des économies de coûts, que les économies de 3,7 milliards, on sait très bien qu'en réalité, ils ont beaucoup plus. L'idée, c'est d'annoncer moins pour dépasser les objectifs, comme toujours. Est-ce que ces économies vont en plus être relevées à cause de la crise du Covid ? Et donc, si on doit faire autant d'économies de coûts, est-ce que le groupe aura la capacité, on va dire, financière à conserver toutes ces marques ? Effectivement, bon, les grandes marques, la question ne se pose pas, mais moi je vous pose la question sur quelques marques italiennes, celles que vous citiez. Alors, Lancia, mais je l'avais presque oublié. Alors, Alfa Romeo, c'est assez connu, puis nous, on est français, donc les Européens sont attachés à ces marques. Maserati, c'est peut-être un petit peu à part. Oui, mais le Stelvio se vend assez bien aux États-Unis, par exemple, donc il y a un potentiel. Donc, Lancia, je regardais ce matin, il y a 60 000 véhicules vendus par an, donc bon, voilà. C'est devenu, hélas, anecdotique. Voilà, donc est-ce que, pour le moment, Carlos Tavares a promis de les conserver, est-ce que c'est pas aussi une manière on conserve les marques, mais on autorise les restructurations par ailleurs en Italie. Encore une fois, je pense que c'est le point important. Il y aura des arbitrages à faire. Ça sera probablement l'Italie où il va se passer des choses. Carlos Tavares, il a montré qu'il était capable de restructurer de manière forte. Ça a été acté par les actionnaires de Fiat, par les Agnelli. Mais les Agnelli resteront aux commandes parce que John Elkann, l'héritier, sera président. Donc lui aussi, il a ses propres intérêts financiers, ça c'est indéniable. Mais il y aura une pression politique très forte en Italie. Et puis il ne faut pas oublier qu'en Italie, les milieux économiques sont quand même très anti-français ces dernières années. Il y a eu beaucoup de fleurons italiens rachetés par des groupes français. Et puis on connaît l'environnement politique est quand même très tendu. Donc voilà, moi je mettrais un bémol là-dessus quand même. Le patron de Peugeot qui a déjà fait sa réputation, et vous nous l'expliquiez très bien, Mathieu Pechberti, déjà dans les restructurations, plus de 10 000 suppressions de postes en 4 ans, si je ne fais pas d'erreur. Ouais, quasiment 13 000 je crois chez Peugeot. Et puis chez Opel aussi en Allemagne. Ça va être quoi en quelques secondes les défis à l'avenir, une fois qu'on aura restructurer le groupe, qu'on aura peut-être sélectionné des marques plutôt que d'autres? Il va falloir quoi? Travailler sur le véhicule connecté, travailler sur l'électrique? C'est là-dessus qu'il va falloir mettre toute son énergie? Je parle sous votre contrôle, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, le challenge de l'automobile, c'est la R&D, la recherche et le développement. Sans R&D, il n'y a pas d'avenir. Il y a trop de challenges, il y a trop de contraintes, il y a trop de réglementations qui arrivent sur la tête des constructeurs. Et donc, sans capacité à investir dans ces nouveautés, il n'y a pas d'avenir. Et donc, le challenge des deux marques, c'est de développer des plateformes connectées, des plateformes électriques, bien évidemment, hybrides, la recherche sur l'hydrogène et sur ce qui va derrière. Et donc, il y a un énorme investissement à faire qui ne pourra se faire qu'en faisant des économies. Les concurrents, c'est ces trois premiers, là, Volkswagen, Renault, ou c'est Toyota, voilà, la cible ultime, je pense que c'est Toyota, et Volkswagen Tesla. Pour le groupe. Tesla, c'est un acteur majeur de son segment. Vous parliez de niche tout à l'heure. Tesla est un acteur majeur de sa niche. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Éric Saint-Frison, consultant automobile, ancien PDG de Ford, d'avoir été avec nous. Mathieu Pechberti aussi était avec nous pour décrypter tout ça. Retour désormais sur la santé de la production française. Et on sans plus tarder, pas de jingle, hop. Merci beaucoup Éric Saint-Frison, bon retour. On retrouve Denis Ferrand tout de suite. Bonjour Denis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'indicateur qui reflète la confiance des directeurs d'achat et par conséquent aussi, traditionnellement, ce qu'on dit, la confiance en l'avenir. C'est le PMI manufacturier. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Un indice en légère hausse en France. Au mois de novembre, on était à 49,6. On passe à 51,1 au mois de décembre. On a franchi la barre symbolique du 50. On s'appuie sur une expansion des niveaux de production. Finalement, rien de totalement surprenant étant donné ce qu'on pouvait attendre. Oui, tout à fait. Au regard de la nature, surtout de ce deuxième confinement, par rapport au premier, puisque là, on parle quand même de la période où il y avait du confinement, la période de l'activité. Donc, on voit bien que ce deuxième confinement a eu des configurations sectorielles tout à fait particulières. L'industrie a été plutôt épargnée par ce deuxième confinement, contrairement au premier, où il y avait eu des arrêts de production, parce que c'était des contraintes d'offres qui s'exerçaient très fortement à ce moment-là. Et donc, d'une certaine manière, l'industrie,
comme le secteur de la construction notamment, parce qu'il n'a pas été confronté à des arrêts de nature administrative, eh bien, a pu exercer en quelque sorte un effet d'apprentissage de la capacité à produire en période de confinement. On a appris des erreurs de ce qu'on avait fait au tout début. On s'est rendu compte que c'était pas du tout possible de reproduire ces scénarios. Oui, les protocoles sanitaires également ont été déployés. Enfin, ils ont été façonnés très rapidement pendant le premier confinement. Ils étaient en place au moment du deuxième. Et donc, d'une certaine façon, les ruptures de production ont été très fortement atténuées. Et les usines européennes sont restées ouvertes pour la plupart en zone euro. On est même à un pic aujourd'hui quand on regarde cet indice depuis 2 ans et demi, 55,2. L'économie a été moins touchée qu'en début d'année. Est-ce que ça donne de l'espoir pour la suite et pour le reste de l'année? Oui, alors sachant que l'indicateur qui est très commenté, c'est l'indicateur qui va plutôt refléter la production telle qu'elle est au cours du mois. C'est intéressant de regarder l'indicateur sur les perspectives. Et notamment, mais cet indicateur-là, il se redresse quand même assez sensiblement pour la France. Il est à un haut niveau et stabilisé à un haut niveau pour l'Allemagne. En revanche, il est plutôt en dégradation du côté du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a eu un arrêt, a eu une accélération de l'activité au cours de novembre et de décembre pour anticiper probablement le Brexit et anticiper des problèmes d'approvisionnement. En revanche, il y a plutôt un décrochage qui peut se faire du côté du Royaume-Uni. Donc, tout le monde n'est pas dans le même tempo. Du côté du Royaume-Uni ? Du côté du Royaume-Uni, oui. En tout cas, pour ce problème d'approvisionnement, il y a plutôt une dégradation des perspectives. En revanche, côté français, côté allemand également, les perspectives sont quand même plutôt bonnes. En tout cas, d'après ce que disent les industriels. Là, quand on regarde ces données, ce qui est confirmé, c'est que encore et toujours, c'est l'Allemagne qui reste le moteur quand même de la zone euro. Oui, tout à fait. L'Allemagne, avec un poids de l'industrie qui, de toute façon, est beaucoup plus important et qui, d'une certaine manière, a mieux digéré la deuxième phase de confinement et qui répond aussi à une demande internationale. Bon, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, comment est-ce qu'on va continuer à soutenir cette production ? Pour l'instant, du côté de l'industrie, pour rester simplement sur le domaine industriel, il n'y a pas un soutien particulier parce que le soutien il vient de ce que la demande est encore présente pour l'industrie. Et notamment, il y a un point qui est très, très étonnant à observer sur la période actuelle, c'est la résilience de l'investissement et de l'investissement des entreprises. Donc, on a l'impression que alors qu'habituellement, dans toutes les phases de récession, vous avez un effondrement d'investissement, celui-ci a reculé, bien entendu, en 2020, mais pas dans l'ampleur que l'on pouvait redouter. Et donc, il y a un appétit d'investissement qui est toujours là. Le tout, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il perdure, que l'on puisse le consolider, et notamment en faisant en sorte que les entreprises puissent non plus s'appuyer uniquement sur l'endettement, mais des fonds propres à mobiliser pour maintenir leur appétit d'investissement. On parle beaucoup du vaccin en ce moment. Est-ce que le vaccin, ça peut aussi, si ça se débloque, parce que la France est en retard, très clairement, par rapport à ses voisins sur la vaccination, est-ce qu'une vaccination plus rapide c'est ce qu'il faut faire déjà, et c'est que c'est la seule solution pour enfin débloquer tout ça? En tout cas, c'est une condition sine qua non. Elle est nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante? Pas forcément, parce qu'on aura devant nous plutôt des inquiétudes qui vont se changer de nature, des inquiétudes sur le chômage, désormais, qui vont monter, parce que la vaccination, qu'est-ce que ça peut permettre? Ça va déclencher un peu plus de capacité des ménages à aller dans des commerces, en tout cas moins de réticence spontanée que peuvent avoir les ménages, et donc donner un flux d'activités, cette fois-ci pour les activités de services, le commerce, et peut-être moins pour l'industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre alors, Denis Ferrand, en dehors de la vaccination? Quels sont les secrets, là, les magiques. Les secrets, s'il y en avait, il n'y a pas de martingale, ça n'existe pas en économie, mais surtout, c'est vrai qu'il y a un besoin d'horizon. Il n'y a rien de pire que de faire des allers-retours. Je confine, je déconfine, je reconfine. Le stop and go est délétère pour les anticipations et notamment pour les choix d'investissement des entreprises. Et bien, à un moment aussi, ça se traduit par des réticences, peut-être sur les embauches pour les entreprises. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est une trop forte accélération du chômage. En 30 secondes, un mot sur la Chine, puisqu'on a eu aussi cet indice paru sur la Chine. Ça s'est légèrement tassé au mois de décembre. Bon, pour autant, il faut pas tirer la sonnette d'alarme. Non, de toute façon, la Chine a eu first in, first out, d'une certaine façon. Donc, elle a aussi eu, pendant toute cette période tout à fait exceptionnelle de 2020, un gain de part de marché. La part des exportations chinoises dans les échanges mondiaux a atteint un sommet parce que la Chine reproduisait au moment où les autres se confinaient. Donc la Chine est montée en puissance. Ce qu'il faudra surveiller, c'est est-ce que ces gains de part de marché sont de nature uniquement contenus dans la période du confinement, ou est-ce qu'elles sont vraiment un nouvel gain structurel? C'est ça qu'il faudra surveiller l'an prochain.
et qu'on suivra sur BFM Business. Merci beaucoup Denis Ferrand. Merci Erwan. Directeur général de Rexecode qui était avec nous.